Est-ce que tu veux un plus grand pénis, la haute qualité, les bons résultats, les versions complètes, 10 fois plus rapide, 50 fois moins cher, 24 heures par jour et 7 jours par semaine. IDFM 98 de la Bande FM, bonjour à toutes et à tous, émission Retour aux sources. Aujourd'hui avec Sabrina Palumbo. Palumbo, on dit comme ça, Sabrina ? Palumbo, oui. Palumbo. Ça s'écrit avec un U, mais ça se prononce... C'est ça, puisque c'est d'origine italienne. D'accord. Vous avez fondé une association de soutien aux anorexiques, boulimiques et à leurs familles. Vous avez vous-même été anorexique, presque aux portes de la mort, aux frontières de la mort. On peut dire que vous êtes descendu à 27 kilos. Oui, à peu près la moitié du poids que je pèse aujourd'hui, tout à fait, ouais. Et donc, on va un peu parler de votre combat, ce combat d'une anorexique pour sa renaissance. Vous avez fondé donc une association et écrit un livre aux éditions Quintessence, L'âme en éveil, le corps en sursis. Oui, tout à fait. Ce livre, l'idée du livre est née lors d'une très longue hospitalisation dont on va parler. J'ai toujours dit, on m'avait posé la question, si tu t'en sors, puisqu'on m'a vu dans un état très grave, si tu t'en sors, qu'est-ce que tu as envie de faire ? Donc j'ai toujours eu envie d'aider et surtout d'aider d'autres jeunes filles, même si des hommes sont touchés, on va parler des jeunes filles, aider les autres à ne pas peut-être plonger aussi bas ou en tout cas avoir ce parcours aussi difficile puisque j'ai presque 15 ans de troubles alimentaires à mon actif. Et donc le livre parle évidemment de mon parcours, de ce parcours un peu compliqué, mais surtout de la reconstruction et de l'éveil. Et puis l'association est née donc dans la foulée, il y a maintenant un tout petit peu plus d'un an, l'été dernier. Donc là, ça commence à, en un an, c'est déjà une association, on va dire, très active. Et j'ai la chance d'avoir trouvé des personnes pour m'épauler maintenant. Donc, on a des belles actions dont on pourra sûrement reparler au cours de l'émission. Alors, cette association, elle s'appelle Sabrina TC92 ? TCA comme trouble du comportement alimentaire. Alors, par rapport au nom, là aussi, je tiens toujours à préciser, puisqu'on m'a fait un petit peu la remarque, il s'agit pas de se mettre en avant ni quoi que ce soit. Je vais du coup être très claire. Ce nom, j'avais demandé à une dizaine de personnes de m'aider pour trouver un nom d'association, faire un petit brainstorming, on va dire. Personne me donnait de nom. Moi, je devais la créer, donc j'ai voulu aller vite. J'ai vu d'autres associations qui donnaient le prénom comme ça. J'ai su après coup qu'on donne le prénom souvent lorsqu'il s'agit d'une jeune fille décédée ou quelqu'un qui a un parcours un petit peu exceptionnel. Donc c'était pas vraiment le but, mais voilà, maintenant elle s'appelle comme ça et puis c'est très bien. Et dans le 92, parce que vous êtes dans le 92. Tout à fait. Le siège de l'association est dans le 92. Nos groupes de parole qui sont en place maintenant depuis novembre dernier, donc ça fait un peu plus, un an maintenant, se passe à la maison des associations de Clamart. Donc je représente aussi le 92, ce département, au sein d'une fédération nationale d'associations qui dispose de l'agrément du ministère de la Santé. Et d'où le 92, mais je suis aussi, on va dire, j'ai une présence sur l'Île-de-France, puisque je travaille notamment beaucoup avec l'hôpital Sainte-Anne, la maison des usagers de l'hôpital Sainte-Anne. Qui est un hôpital de femmes, hein. Pardon ? Sainte-Anne, c'est de femmes, hein. Sainte-Anne ? Non, il n'y a pas que des femmes. Ah non, c'est un hôpital psychiatrique. À l'ancienne quand même, non ? Un peu, non ? Non. Je les trouve pas à l'ancienne, dans le sens où au contraire, ils sont plutôt même un peu pilotes pour certaines choses. Et c'est plutôt un bon hôpital. C'est un ancien hôpital. Je vais en dire beaucoup de bien parce qu'ils ont quand même introduit la méditation à l'hôpital. C'est à Sainte-Anne que ça s'est fait. Donc, comme je suis très axée, tout ce qui est méditation, pleine conscience et tout... moi, j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec ces personnes-là, même si je commence à travailler avec d'autres hôpitaux de la PHP. D'accord, mais c'est un hôpital parisien. Oui. Avec une vieille structure, je veux dire. Ah oui, ça, par contre, ils sont même classés. Monument historique. Exactement. Bon, mais j'espère qu'ils vont. Il y a même le musée de l'hôpital que j'ai vu il y a pas si longtemps que ça avec une amie qui est présidente d'une association en Belgique, et c'est très impressionnant de voir ce matériel qui date des années. C'est du temps de Charcot, tout ça. J'ai pas les dates. Je pense qu'il était plus à la Pitié. Hein. C'est ça. Ouais.
Voilà, donc Sainte-Anne, cet hôpital, c'était comique. On disait quand on était petit, quelqu'un qui était un peu fou, on allait l'envoyer à Sainte-Anne. Donc, oui, je crois que c'est un petit peu resté comme expression d'ailleurs. Mm. Moi, je vais prendre un abonnement, c'est pas très grave. J'ai mes billets d'entrée à Sainte-Anne, je l'assume tout à fait. D'accord. Donc cette anorexie et qui donne aussi la boulimie, puisqu'en général ça commence par l'anorexie. Mm-hmm. Est-ce qu'on dit maintenant qu'il y a même des enfants de 8 ans qui commencent à être anorexiques ? Je confirme, il n'y a pas vraiment... Alors on parle effectivement de maladies de l'adolescence, de maladies féminines aussi. Il y a, on va dire, 9 filles pour un garçon qui sont touchées, même si de plus en plus d'hommes sont concernés. Maladie de l'adolescence, oui, parce que c'est souvent, quand même, il y a une concentration et c'est souvent un problème qui démarre vers l'adolescence. Alors là aussi, qu'est-ce qu'on appelle adolescence ? Je suis en ce moment à un séminaire à l'Institut Montsouris où c'est un petit peu la grande question. Qu'est-ce qu'on appelle l'adolescence ? Si vous pouvez me répondre, c'est pas évident. Mais effectivement, en fait, ça concerne tous les âges. Je connais des enfants qui, à 5 ans, ont un comportement alimentaire qui pose souci, des personnes aussi d'un certain âge qui tombent dans l'anorexie. Donc, on va dire que ça concerne... c'est très, très large. Et puis surtout, tout le monde est concerné. C'est-à-dire que je suis sûre que si je m'adresse à vous, vous connaissez forcément aujourd'hui ou dans le passé, vous avez été confrontés directement, indirectement. C'est assez énorme, quoi. Moi, je parle de fléau, oui. Mmh. Le premier qui vous a... C'est votre médecin généraliste qui vous suivait depuis votre jeunesse, qui a été le premier à diagnostiquer votre anorexie. Vous aviez quel âge ? Oh, je devais... Alors, oui, j'avais 16 ans. Donc, j'étais sportive depuis toute petite. Je faisais de l'athlétisme au CSM Clamart de ma ville. Et puis, à 16 ans, j'ai été finaliste au championnat de France en première année cadette, du 300 mètres cadette. Donc, j'avais de bon espoir de faire un podium en deuxième année, donc l'année d'après. Je voulais être sur le podium des championnats de France. Et puis, à 16 ans, je m'étais un tout petit peu, comme beaucoup de jeunes filles, un tout petit peu arrondi. Mais vraiment, je peux pas parler de surpoids. Hein. Je crois que j'étais à mon poids de forme, vraiment en muscle, mais... Vous aviez 2 kilos en trop. Voilà, exactement. J'ai voulu perdre ces 2 kilos pour être sûre d'assurer mon podium. Et puis, j'ai été emportée dans la spirale de l'anorexie. Donc, on n'a pas mis le mot tout de suite. Moi-même, entre le début du régime, je mets vraiment des guillemets à ce mot, puisque c'était pas du tout un régime, puisque ça m'a entraînée. Mais entre le début du régime, avril 98, et où j'ai vraiment eu la prise de conscience, enfin un choc en me voyant, c'était à la fin du mois d'août. J'avais déjà perdu un poids. Et puis, après, j'ai commencé à consulter, avec mon généraliste, on a commencé à essayer de comprendre cette perte de poids, etc. Mais le mot anorexie n'est pas venu tout de suite. Mais en tout cas, c'est lui qui est le premier, oui, m'a parlé d'anorexie, a fait aussi les démarches pour que je demande notamment la reconnaissance de Cotorep, de travailleurs handicapés. Donc voilà, c'est lui qui m'a un petit peu accompagnée au début de ce combat, quoi. Donc, vous posiez la question de la baisse de poids, mais finalement, vous aviez la réponse. Vous saviez que vous mangiez pas, vous. Oui, je pense qu'inconsciemment, de toute façon, je savais. Rien que quand j'ai commencé le régime, on était en stage d'athlétisme annuel. On était une semaine à Constance, en Allemagne. Et puis, c'est là où j'ai vraiment... je mettais plus de carburant dans la machine, quoi, tout simplement. Et les performances, je voyais qu'à l'entraînement, ça n'avançait déjà plus très bien. Je pense qu'inconsciemment, j'ai toujours compris ce qui se passait. Je me l'avouais pas. J'ai persisté puisque... on va expliquer que on est dans une détermination, dans un déni, dans un souci de perfectionnisme. Et c'est vraiment au cours de cet été-là, 98, je suis allée tout le mois de juillet chez ma grand-mère en Italie, où là, je lui ai fait vivre un calvaire, puisque la grand-mère italienne qui voit sa petite fille pendant un mois ne rien manger, faire du sport à outrance en plein soleil, je vous explique pas, hein, le soleil d'Italie à 2h de l'après-midi, voilà. Donc j'ai perdu énormément, je suis rentrée et je repartais 5 jours après aux États-Unis. Au cours de ces 5 jours, j'ai eu ma première compulsion, j'ai craqué sur un gâteau, puis fortement culpabilisée derrière, mais j'ai pas compris ce qui se passait. Donc j'ai dit, je vais reprendre mes efforts, ce que j'ai fait effectivement aux États-Unis. Et pour la première fois, ma petite correspondante américaine, qui elle avait 1 an de moins que moi, mais faisait de la natation à haut niveau aussi,
me dit avec beaucoup de tact, tu sais, j'ai une amie qui était comme toi, dans un régime, et puis elle est tombée dans l'anorexie. J'étais, mais de quoi elle me parle? Enfin, je connaissais même pas le terme. Et comme je vous dis, c'est à la fin de l'été où j'ai ouvert le rideau de douche, je me suis vue, et là, le choc. Et c'est qu'après que j'ai su ce que c'était que l'anorexie. Mais bon, comme je vous dis, oui, inconsciemment, je voyais bien que le peu que je mangeais, au matin, je me versais même pas un demi-verre de jus d'orange, je coupais ça avec de l'eau, j'allais tout de suite faire 3 heures de basket derrière. Donc oui, je pense que je savais qu'il y avait déjà un souci, quoi. Mais comment vous êtes vu dans la glace, le choc, hein, ça vous a pas donné envie de manger un peu plus? Non. Non, parce qu'il y a une compensation dans Non, l'anorexie. parce que ça y est, on est en contraire, on est dans cette euphorie de contrôle, dans cette euphorie de maîtriser la nourriture, ce besoin. Le corps. Et puis on se dit pas malade. C'est les gens qui vous disent malade. Mais qu'est-ce qu'ils me disent à me dire que je suis anorexique? Je suis très bien comme ça. Regardez, je continue mes études, tout va bien. Laissez-moi tranquille. On va écouter cette fameuse Isabelle Carrot. Hein. Oui, très bien. Ça dure 2 minutes 24. Nous avons tous en mémoire cette campagne choc, douloureuse contre l'anorexie. En 2007, le corps extrêmement maigre d'Isabelle Carrot s'affichait en 4x3 dans toute la France pour montrer les ravages de la maladie. La jeune femme est morte au mois de novembre, nous l'avons appris aujourd'hui. Elle avait 28 ans, mais son combat ne s'éteint pas avec elle. Laetitia Legendre-Trousset, Thierry Breton. Cette image, difficilement soutenable, a choqué le monde entier. C'était en 2007, une jeune Française anorexique, 31 kilos pour 1m65, posée nue pour une marque de vêtements. Elle n'était pas mannequin de profession, mais avait accepté de faire ses photos et ses spots pour dénoncer le diktat de la maigreur. Vous pouvez mourir. Et je voulais vraiment le dire à toute la jeunesse, tous les gens qui commençaient à faire un régime et qui ne se rendaient pas compte où ils allaient. Parce que vraiment, quand on commence, on est dans une grande euphorie, on a l'impression de tout contrôler, que tout va aller pour le mieux, que c'est le début d'une réussite, d'une nouvelle vie. Mais c'est le début de la descente aux enfers. Depuis l'âge de 13 ans, la jeune femme luttait contre l'anorexie. Une enfance difficile, des hospitalisations à répétition, les cheveux et les dents qui tombent. Et ce corps qui ne veut plus répondre. Je me traînais même pour prendre la douche le matin du lit à la douche carrément et je rampais. Je pouvais pas bouger. C'est un corps de vieille en fait, il y a un corps de vieille dame alors que je suis jeune. C'est une horreur. Depuis, Isabelle Carrot affirmait avoir repris quelques kilos. Elle cherchait à sensibiliser les jeunes et notamment les futurs mannequins. Dès que vous ne vous sentez pas bien, allez voir un médecin, n'hésitez pas à en parler, surtout parlez-en. Un combat qui pour cette ancienne anorexique était utile. Je pense qu'à un moment donné, on se donne tous les moyens de le faire et de communiquer. Le sujet est important et suffisamment important pour qu'effectivement on mette des mots et des images sur ces troubles qui nous touchent beaucoup. Isabelle Carrot rêvait d'une carrière de comédienne et prenait des cours de théâtre. Elle s'est éteinte le 17 novembre dernier, à 28 ans, après une hospitalisation pour une infection pulmonaire. Loin de sa soif d'exister, elle souhaitait partir selon ses proches, en toute discrétion. Voilà, donc Isabelle Carrot, je pense que tout le monde s'en souvient, même si c'était en 2007, ça fait déjà 7 ans. Oui, surtout pour cette campagne No Anorexia, fait par Oliviero Toscani. C'est d'une maigreur extrême. Mais là, nous ne sommes pas avec Isabelle Carrot qui a disparu, mais avec Sabrina Palumbo. Donc vous étiez au courant de cette campagne en 2007 quand même, vous l'aviez vue cette campagne? Je l'avais vue bien sûr. Ouais. Et ça vous a pas choqué? Alors, si elle date de 2007 la campagne? Enfin, elle est morte en 2007, donc la campagne. Donc la campagne avant, oui. Était c'était avant, d'accord. Oui. Oui, bien sûr, je l'avais vue. C'était assez choc et c'était Isabelle, c'était quelqu'un, oui, de courageux. Mais je pense qu'elle était, elle avait peut-être peut-être baisser les bras quelque part face à la maladie. Je sais pas. Elle parle vraiment qu'elle voulait mourir. Je sais pas. Je la connaissais pas suffisamment. En tout cas, elle a fait des choses pour essayer de choquer, de sensibiliser, voilà, attirer l'attention du grand public sur cette problématique. Ça, c'est super. Affection pulmonaire, donc elle est morte de tristesse, on peut dire, puisque les poumons, c'est la tristesse. Elle est partie, mais elle a quand même réalisé quelques rêves. Elle a fait un peu de théâtre, voilà.
Elle était très jolie, hein, finalement, avec des grands yeux bleus. C'était une belle nana. Hein, Ouais, je me souviens bien. Donc, vous aviez connu ce problème. Donc, dans votre livre, vous essayez de comprendre un peu ce que c'est que cette anorexie. Il y en a souvent qui pensent que ça vient de la mère. Vous dites que ma mère m'a toujours reproché un rapport à l'argent faussé. Tu verras quand tu gagneras ta vie. Mais vous reprochez pas non plus à vos parents. Hein. C'est un bouquin où vous essayez de comprendre. Voilà. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup de colère. On parle beaucoup. J'en fais même un petit peu mon mode de communication, hein, le combat, la colère. On en rigole beaucoup. C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai une certaine colère, notamment face à l'injustice et ce que j'ai vécu par la suite. J'ai beaucoup de reproches que je peux faire aussi à mes proches. On s'est un peu tous fait du mal inconsciemment. Après, j'ai pas voulu en faire un livre de colère. Effectivement, j'ai pas voulu écrire du Valérie Valère, hein, le pavillon des enfants fous. Elle a été enfermée 3 mois. J'ai cette même colère. Moi, j'ai été enfermée pendant 1 an. Mais j'ai voulu en faire un livre. Non seulement j'ai essayé d'épargner un petit peu mes proches, j'ai pas du tout envie qu'il ait un impact négatif sur eux. C'est vrai que j'ai voulu en faire un livre plutôt d'espoir. Bon, après il y a différents niveaux de lecture et surtout, mes parents, ce que je veux dire, c'est même si on s'est fait du mal, ils auraient tout fait pour leur fille. Ils m'aiment plus que tout. Je leur dois ce que je suis aujourd'hui, ce qu'ils m'ont permis de faire aussi, les études qu'ils m'ont payé, tout ça. Donc les reproches que je leur fais, c'est pas du tout pour les culpabiliser. C'est comme vous dites, pour essayer de comprendre en tout cas mon anorexie, parce que quand vous dites comprendre l'anorexie, c'est très compliqué. Même les spécialistes, finalement, qu'est-ce que l'anorexie? C'est très dur. Alors effectivement, on parle de schémas familiaux qui, moi-même, en tant que présidente d'association, force est de constater qu'il y a certains familiaux qui reviennent très souvent. Un rapport fusionnel à la mère, un père absent de par son métier, ça revient très souvent. Après, chaque histoire est unique, chaque façon de s'en sortir aussi. Donc même s'il y a beaucoup de points communs, je me bats un peu contre les étiquettes, ou contre les cases. Hop, on te met dans une case, tu remplis tel critère, ça y est. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Rien que l'étiquette anorexique me dérange. Moi, je parle à des personnes souffrant d'anorexie ou plutôt des personnes en souffrance, tout simplement. Parce qu'on dit anorexie mentale. Oui. C'est le corps qui va pas bien, mais c'est la tête c'est le mental qui est anorexique. Tout à fait. Il y a quelque chose d'intéressant. Surtout, on peut être dans l'anorexie, puisqu'on parle vraiment de mental. On est dans l'anorexie avant que quand on parle d'anorexie, les gens pensent tout de suite effectivement à la fille très 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 maigre, dans un état squelettique. L'anorexie est souvent installée bien avant. Donc c'est pas, vous pouvez croiser des personnes qui sont dans cette souffrance, dans ces idées obsessionnelles, qui contrôlent leur alimentation, qui ont des périodes de restriction, de compulsion et tout, sans forcément qu'il y ait cette maigreur-là. Donc c'est un des signes visibles, mais il y a plein d'autres. C'est vraiment une maladie multifactorielle et il n'y a pas que l'amaigrissement pour caractériser l'anorexie. C'est une lutte aussi entre le bien et le mal. Et vous dites dans votre livre que vous avez remarqué que des auteurs anorexiques, lorsqu'elles évoquent les vomissements aux toilettes, appellent cela souvent se confesser. Effectivement, la crise est un péché pour l'anorexique, une humiliation suprême, la trahison de sa maladie. Mais c'est ça, puisque quand vous êtes dans la restriction, vous avez un sentiment de contrôle, d'hyperpuissance, et puis des fois le corps simplement se révolte. Et si vous avez une compulsion, et comme beaucoup, on va dire, les 3/4 basculent dans la boulimie. Là aussi, il y a différentes formes, hein, boulimie vomitive, et plein d'autres formes. Quand vous avez des pertes de contrôle ou quand vous culpabilisez d'avoir je dis bien peut-être trop mangé, parce que des fois vous avez fait en fait un repas à peu près normal, mais vous êtes toujours dans cette logique anorexique, donc vous pensez avoir. Donc il y a un sentiment de culpabilité très fort, et donc effectivement, si vous vous faites vomir, c'est vraiment ce dégoût d'avoir cédé, d'avoir perdu le contrôle, d'avoir. Donc là, au niveau estime de soi, je vous raconte même pas, c'est on descend à 1 sur 10 sur l'estime de soi, et encore je suis gentille. Et pourquoi se confesser alors? Alors je sais pas, c'est pourquoi j'utilise ce terme. C'est se purifier.
Je dirais plus se purifier, exactement. Après, bon, c'est vrai que sur les blogs, certaines ont même personnalisé l'anorexie. On parle de Anna et boulimie Mia. Elles sont vraiment personnalisées. Et certaines, alors là, je parle même pas des blogs qui font un peu l'apologie à l'anorexie, les blogs pro Anna, pour qui Anna, c'est limite un dieu qui leur dicte ce qu'elle doit faire. Enfin là, ça va très très loin. Mais je pense plutôt, oui, c'est un besoin de se purifier, c'est-à-dire qu'on s'est sali en faisant entrer de la nourriture en soi. Je pense que le problème, il est vraiment là. C'est un rapport très difficile à la nourriture. Le problème n'est pas de manger, c'est que ça devient... c'est une souffrance de manger. C'est ça. Je crois qu'il y a 3 phrases dans mon livre qui traduisent bien. C'est une fille qui dit « J'ai faim ». On lui répond « Mange, je ne peux pas ». Et je crois que ça résume bien l'anorexie, c'est je ne peux pas. Ça nous fait souffrir d'introduire cette nourriture qui nous fait peur, qui nous fait du mal, et donc si on cède à ça, ce besoin de se faire vomir ou de compenser autrement pour se purifier effectivement. Et peut-être rester ce que les anorexiques aimeraient, je pense beaucoup, en tout cas la plupart qui se retrouvent dans mon livre peuvent le confirmer, devenir ce pur esprit qu'on aimerait être. Et ne pas être un estomac géant et ambulant, comme dit Victoria Pazal, je ne suis qu'un estomac géant et ambulant. On va écouter cette fameuse Anna, là, anorexie, vous savez, ça dure 3 minutes. Donc vous dites Anna pour l'anorexie et Mia pour les... Je crois que c'est ça, oui. Ouais. Alors on va écouter Anna. C'est anorexie mentale. Voilà, donc cette petite voix finalement qui parle à ces jeunes filles, ouvre pas le frigo, fais pas ci, fais beaucoup de sport. Donc je trouve ça intéressant de le passer parce que c'est une jeune fille qui avait fait ce... Oui, il est bien fait, oui. Il est bien fait, donc elle dit tout ce que ça peut apporter. Vous écrivez dans votre livre, Sabrina Palumbo, combien de fois suis-je restée seule alors qu'ils étaient invités à dîner chez nos voisins? Vous parlez de vos parents. Et vous en profitiez alors pour vous vouer à cette activité. Je pense l'anorexie, c'est aussi se faire vomir. Hein. C'est ça, c'est qu'en fait j'ai commencé donc comme beaucoup de jeunes filles par 2 ans d'anorexie ou un peu plus de 2 ans d'anorexie restrictive où là effectivement il s'agit d'écarter des catégories d'aliments jusqu'à en arriver à manger une pomme et une feuille de salade par jour, avant de basculer dans la boulimie. Donc en fait je faisais des grandes périodes de restriction suivies de boulimie où je me faisais vomir. Jusqu'à ce que ça devienne, je suis allée dans les extrêmes pour les deux, où les crises de boulimie en sont devenues à être quotidiennes. Et moi, c'est pas simplement je me remplis et je me fais vomir. Je fais plein caddie. C'est dur de dire ça puisque on est dans la honte. On sait ce qu'est la faim dans le monde et tout. On a conscience de ça, mais la maladie fait que je volais aussi beaucoup de nourriture dans les supermarchés. Et puis pendant des heures, c'était des allers-retours aux toilettes, se remplir, et vomir et combler ce vide. Qui n'était jamais comblé. Qui n'est jamais comblé, ouais. Mais en tous les cas, quand vous étiez en train d'attendre vos parents, vous scrutiez leur retour en pleurs devant la fenêtre et vous disiez pourquoi ne ressentent-ils pas ma détresse et ne reviennent-ils pas C'est-à-dire que on peut dire aussi que cette anorexie, c'est un cri d'appel au secours. Ça commençait bien, cri mais c'est plutôt cri d'amour, effectivement. C'est un cri d'amour. On a besoin d'amour. Moi, je parle de soif d'amour, ouais. Je pense que c'est et moi, c'est mes parents, quand j'avais fini ma crise, que vous êtes dans le dégoût de ce que vous avez fait, que vous avez tout remballé, tout bien nettoyé et que vous avez cette honte qui vous colle à la peau. J'avais presque envie de faire de la télépathie pour leur dire mais entendez ma détresse, quoi. Enfin, bon, là c'est qu'un exemple parce que je parle des moments où ils s'absentaient, mais c'est encore une fois, c'était pas du tout, je faisais pas que ça. Je parle aussi de tous les cours où je séchais un jour sur 2 pour aller faire des crises dans les toilettes des lieux publics. Je pense que beaucoup de boulimiques connaissent bien ça, faire
à aller chercher de la nourriture à telle boulangerie, à telle autre, parce que on peut pas tout acheter au même endroit, sinon ça. Combien, dites-moi ce que vous ajoutiez un peu, je suis curieuse. Combien vous arriviez à ingurgiter de... C'est assez indescriptible, hein, mais moi je crois que je suis, de toute façon, les gens m'ont toujours dit, je suis hors norme. J'ai aussi peut-être une résistance que beaucoup n'ont pas aujourd'hui. J'ai une énergie que les gens ne comprennent même pas. Je pense quand même en matière de boulimie, je suis allée vraiment dans les extrêmes. Certaines, alors je crois qu'il y a des livres, j'en ai lu beaucoup, des livres sur le sujet. Je crois qu'il y en a une qui, comment ça s'appelle? Bon, là, il me revient pas, mais en tout cas, où elle explique ses crises de boulimie. Elle va dans le détail. Moi, je voulais pas aller dans le détail parce que je suis pas là pour donner des détails trop sordides ou des techniques aussi qui pourraient donner des techniques à d'autres pour apprendre à se faire vomir, hein. Je précise que moi, j'ai jamais eu besoin de mettre les doigts au fond de la gorge comme font la plupart. Parce que ça aussi, c'est un des signes où les médecins reconnaissent une personne qui se fait vomir parce qu'elle a des marques, des dents, elle a des marques sur le bout des phalanges. Moi, ils auraient pas pu puisque j'ai jamais mis les doigts. Donc voilà. Mais en termes de quantité, c'est ça, c'est que je pouvais m'arrêter à 3-4 boulangeries, je pouvais aller au magasin, voilà, faire énormément. J'entassais mes provisions, hein, et puis tout ça. Bon, certaines décrivent leur crise. Vous êtes tellement dans ce besoin de se remplir à tout prix qu'elles n'ont même pas le temps de dégeler certains aliments congelés et que, enfin, c'est assez effrayant. Ouais. C'est étonnant votre histoire de boulangerie parce que rien vous empêche d'acheter 15 pains au chocolat. La boulangère, elle est pas là en train de se poser la question. Oui, mais surtout quand vous avez une fille qui visiblement est plutôt squelettique et qu'elle vous achète 15 pains au chocolat et 3 croissants, c'est un peu grillé quand même. Et voilà, on est bon. Vous avez posé la question à une boulangère, je suis pas persuadée qu'elle soit au courant de... Alors, c'est rigolo, ouais. Puisque maintenant, effectivement, je crois qu'au niveau Clermartois, je suis assez bien connue. Et j'ai un de mes contacts qui suit un peu mes activités sur les réseaux sociaux, qui avait partagé une info. Et une personne avait mis un commentaire. J'ai plutôt des commentaires sympas, mais là, le commentaire a dit... oui, on a vu son évolution, entre parenthèses, négative. J'ai dit, bon, je réagis pas, c'est pas très sympa. Et en fait, non, elle voulait simplement, j'ai su après que c'était une des boulangères de mon quartier et qu'aujourd'hui, en fait, ce qu'elle voulait dire, c'est qu'effectivement, elle a vu cette évolution, que de me voir de plus en plus souvent à la boulangerie, acheter plein de choses, et oui, elle avait compris qu'il se passait quelque chose. Souci. Donc voilà, et aujourd'hui, elle est plutôt fière de l'évolution, je pense, plutôt positive. Mais oui, je pense que les personnes... après, des fois, on a des réactions. Je me souviens d'une fois, j'étais en BTS, je ne mangeais rien et tout. Pour une fois, je crois que j'avais fait de la restriction pendant une semaine, et pour une fois, j'avais envie d'un panini. C'était pour moi le truc, m'offrir un panini, c'était bien le summum de, enfin voilà, l'écart comme pas possible. Donc je vais pour acheter mon panini, et là le vendeur qui me sort, il me tend ce que j'ai acheté, il me sort attention, tu vas grossir. Enfin, dire ça à une fille qui visiblement est à 2 doigts de se faire hospitaliser, est-ce que les gens ont conscience que ce genre de phrase est complètement aberrant, quoi? Comment on peut dire ça? Enfin, pour vous dire qu'il y a aussi une pression de la société assez... Je sais pas s'il s'est rendu compte de sa boulette ou s'il a dit ça dans un... Je cherche même pas à comprendre, mais c'est ce genre de phrases qui sont quand même assez... Enfin voilà, après coup on se dit mince, quoi, réfléchis à ce que tu dis, quoi. Alors, est-ce que les TCA, les troubles du comportement alimentaire, sont des maladies de pays riches, comme l'a dit le nutritionniste à Sacha au début de son court-métrage? Est-ce que c'est une maladie des pays riches? Alors, c'est une maladie déjà qui a existé de tout temps, hein. C'est pas venu avec effectivement les sociétés plus modernes et tout. Elle a existé même dans des époques plus anciennes. Il y a des figures bien connues de l'anorexie. Je crois Sissi, l'impératrice, était anorexique, enfin, ou d'autres figures comme ça, qui est présente aussi sur tous les continents. Après, oui, effectivement, dans les pays où on a cet accès aux denrées complètement, cette consommation à outrance, où on est sollicité du matin au soir pour... voilà, donc oui, il y a plus de personnes souffrant de troubles alimentaires dans les pays occidentaux, et voilà ce que je peux dire là-dessus. Après, j'ai pas des chiffres exacts ou... Vous dites que, quitte à choisir, j'aurais préféré une maladie moins honteuse et dont on parle plus facilement, comme l'alcoolisme par exemple, ou bien une maladie physique comme un cancer.
Ça semble étonnant parce que je ne sais pas si l'alcoolisme n'est pas considéré comme une maladie honteuse. Disons qu'en tout cas, on en parle plus, quoi. Regardez les campagnes concernant l'alcool, c'est déjà un peu plus aujourd'hui moi je travaille avec d'autres associations. Les alcooliques anonymes, c'est quand même quelque chose. C'est une association qui ils organisent. Alors là aussi, j'ai plus les chiffres en tête. Je les ai eus pourtant, mais par année en nombre de groupes de parole et tout. Enfin, c'est énorme le travail qu'ils font. On n'a pas l'équivalent en troubles alimentaires. Croyez-moi qu'en termes de lieux d'écoute et même d'association, j'ai beau avoir intégré une fédération, il y aurait énormément à faire, même en termes d'association. On couvre, moi, ma fédération couvre un tiers des départements en France. Quand déjà vous êtes dans le déni de la maladie, quand déjà vous acceptez le fait d'être malade, que c'est déjà une première étape, quand en plus vous acceptez de demander de l'aide, qui est encore une autre étape, et quand vous apprenez que pour aller à un groupe de parole qui est susceptible de vous aider, je dis pas que ça va guérir la personne, mais ça peut aider, il faut faire 3-4 départements, c'est un petit peu décourageant, quoi. Oui, il n'y a pas de structure pour les malades. Il y a un manque de structure, oui, surtout. Alors ça, c'est vrai qu'il y a peu de services spécialisés. Dans les services, il y a 10-12 lits. Vous avez des délais même d'attente. Il y a aussi le problème que moi, quand j'ai dû être hospitalisée, alors ma première hospitalisation, si je dois parler des hospitalisations, j'étais en service spécialisé. J'explique que j'ai gâché ma chance puisque je suis restée qu'1 mois et demi et à 35 kilos, j'étais pas en danger de vie. Donc, comme je reprenais pas de poids, il faut faire de la place pour les personnes qui attendent. Donc, j'ai été mise dehors. Par contre, quand j'ai pas eu le choix, que j'étais envoyée en hôpital psychiatrique, c'est vrai qu'il y a peu de structures spécialisées, il y a des délais d'attente. Et en plus, moi, à 25 ans, j'ai été envoyée à l'hôpital psychiatrique parce qu'en plus, mes parents, ils en frappaient à toutes les portes. On leur disait aussi, votre fille est majeure. Donc, il y a aussi des services où on ne prend plus. Et puis, vous étiez en danger de mort quand même. Voilà, mais il y avait le double problème, quoi. Vous étiez vraiment en danger de mort, il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas le choix, mais ma place n'était pas en hôpital psychiatrique quand même, hein, toute pathologie confondue. Mais il n'y a pas de structure. Il y en a, mais on était dans l'urgence. On était dans l'urgence et quand il y a 2 mois d'attente, là, j'étais en danger de mort. Donc oui, je devais être hospitalisée d'urgence. Ça, c'est à Villejuif. Hein. Ouais. Donc un hôpital qui s'est même débrouillé pour trouver des sondes pour vous nourrir, ce qu'ils n'avaient pas. Ils ont essayé de me faire hospitaliser même à la CMME de Sainte-Anne, qui aurait été un service bien plus adapté évidemment, qui m'ont pas pris. Je pense que j'étais dans un état vraiment catastrophique. Donc oui, j'ai fait le voyage retour sur ma civière à Paul Guiraud et là on va essayer de la sauver, hein. On va essayer de la sauver. Donc oui, ils se sont équipés pour moi. Ils ont acheté une pompe nasogastrique pour moi, un matelas anti-escarre pour moi. Ils ont bricolé. Après, ils ont vraiment bricolé parce que rien que la sonde, quand j'entends maintenant que une sonde, c'est un acte quand même qui est pas anodin, c'est intrusif. Oui, qu'on fait une radio derrière pour voir si elle est bien posée et tout. Moi, c'était elle est à tant de centimètres, ouais, elle doit être à peu près bien posée. En plus, quand j'ai commencé à avoir mes premières permissions au bout de beaucoup de mois, il s'amusait, j'allais dire il s'amusait. Non, je pense pas qu'il s'amusait, mais en tout cas, il me l'enlevait pour que j'aille en permission, pour me la remettre le soir. Donc on a fait ça, on me l'a enlevé, remise et tout, sans aucun contrôle derrière. Donc voilà, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais ils étaient pas du tout adaptés à accompagner une anorexie, quoi. Bon, après, ils m'ont sauvé la vie, donc. Et vous ont, comme vous dites, gavé comme une oie. Ah tout à fait. Ça a été du début à la fin, ça a été ça, du gavage. De toute façon, quand je suis sortie, donc quand j'ai compris que pour sortir, fallait faire profil bas et donc on s'est mis d'accord qu'à 48 kilos je sortirais. Et encore, arrivé à 48 kilos, le médecin m'explique que non, on attend que tes menstruations soient revenues. C'était le signe de la guérison pour lui. Donc je suis fière de lui dire aujourd'hui que j'aurais pu sortir il y a quelques mois, quoi. Mais enfin, vous en êtes bien sorti. Alors, ce que vous dites aussi, c'est que les TCA, donc les troubles compulsifs alimentaires, restent un tabou encore aujourd'hui, malgré une tentative d'information de la part des médias. C'est encore plus vrai pour la boulimie, car l'anorexique peut au moins se vanter de se dominer ou de tout maîtriser, alors que le boulimique, on le prend pour quelqu'un de faible, et c'est ça, hein. C'est exactement ça dans l'esprit des gens. Bon, l'anorexique, c'est la personne qui mange pas, qui a une détermination, une volonté à toute épreuve, qui est
Donc, il y a une certaine fierté à l'anorexie, on va dire. Enfin, certaines, on parle de revendication à l'anorexie. Moi, j'étais pas là-dedans. J'étais plus dans le je me cache, fallait pas en parler. Bon, la boulimie, c'est double culpabilité. Effectivement, aujourd'hui, j'ai même des personnes qui connaissent mon association qui me disent bah non, on peut pas venir parce que imagine à Clamart, si on me rend compte, ils peuvent pas franchir les portes d'une association parce que ils sont trop dans la honte. Donc ils me demandent de l'aide de manière plus individuelle, quoi. Donc vous êtes dans cet hôpital psychiatrique à 30 kilos. Le psychiatre qui remplaçait votre psy officiel parti en vacances vous a reçu en privé, et dès que vous l'avez croisé, son regard vous avez croisé son regard réprobateur, vous avez compris. Vous l'entendez encore aboyer, ses tordre au reste de l'équipe, pyjama. J'étais toutefois autorisée à garder des pulls car ma maigreur provoquait ce froid venant de l'intérieur, propre à l'anorexie, le froid qui fait qu'un anorexique, il n'arrive jamais à se réchauffer. Bah c'est ça, vous êtes en hypoglycémie, vous avez, j'avais comme tout anorexique, bah les extrémités, hein, les doigts bleus, les lèvres bleues. Là, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Vous pouvez mettre 4 épaisseurs. C'est un froid de l'intérieur qui est bien particulier, qui est faut le vivre pour savoir. Je crois que mes combattantes, comme je les appelle, savent très bien de quoi je veux parler. Donc en décembre, on me posait une sonde nasogastrique vu que votre poids continuait de chuter. J'ai su qu'il s'en est fallu de quelques centaines de grammes pour que je quitte définitivement ce monde. 27 kilos pour 1m63 et des mois sans pouvoir me tenir debout sur mes jambes. Vous avez mis combien de temps à vous redresser après ? Je pense que alors les mois les plus difficiles ont été les mois pendant l'hiver, donc certainement entre décembre et peut-être mars-avril. Après, j'ai eu à nouveau le droit de bouger un petit peu. Mais après, bon, les choses, même dans ma mémoire, il y a peut-être certaines incohérences. C'est des fois un petit peu dur de retracer le cours des événements. Mais j'ai eu à nouveau le droit de descendre parce que pendant des longs mois, j'étais la seule personne à rester enfermée dans les étages pendant que tout le monde descendait l'après-midi. Donc, il restait plus que la SH, la personne qui fait le ménage. Je hurlais, je tambourinais contre la porte, mais il y avait personne pour entendre ça. Donc quand j'ai eu à nouveau le droit de descendre avec les autres patients, je descendais, mais là aussi c'était très limité, c'est-à-dire que pour pas perdre le peu de calories, j'étais la seule à remonter par l'ascenseur parce que je fallait pas que je monte l'escalier. Moi qui adore le sport, il y avait une table de ping-pong, alors j'ai pu négocier les premières parties, mais là aussi, hein, on surveillait tout, j'avais pas le droit à plus de 5 minutes, donc voilà, en tout cas j'ai mis du temps avant de pouvoir retrouver un semblant d'activité, puis surtout comme j'avais perdu toute ma masse musculaire, enfin il y avait plus rien, hein, j'étais plus que des os, j'ai eu tout ça à reconstruire, à refaire. Quand je suis sortie à 48 kilos, 48 kilos pour 1m63, c'est normal, sauf que j'étais extrêmement mal dans mon corps, un mal-être, puisque c'était tout mou, flasque, enfin c'était horrible pour moi. Et un an après, je repesais 35 kilos, donc bravo l'hospitalisation. Bon, il l'avait compris, hein, que j'étais pas guérie, mais bravo. Donc aujourd'hui, je suis contente d'avoir repris le sport, pas par l'athlétisme, c'était un petit peu douloureux ayant fait de la compétition, donc je me suis inscrite à une salle, je fais du fitness, donc j'ai repris par des cours un petit peu simplement pour me retonifier. Aujourd'hui, je fais les cours les plus, j'allais utiliser le terme bourrin, mais c'est un petit peu ça, en tout cas les cours les plus dynamiques. Je fais du body combat, de l'attaque et ces cours-là. Certaines personnes ont un peu plus de 2 ans d'entraînement. Aujourd'hui, j'ai un niveau qui fait que on m'a prise pour une coach il y a pas si longtemps que ça, quoi. J'ai une forme, donc je me suis reconstruite, oui, physiquement, ça va. Alors à l'époque, vous n'aviez le droit ni télé ni livre. La raison de ce dernier interdit vous reste encore obscure, pas le droit de lire. C'est pourtant pas trop fatigant de lire. Et vous dites, pour les soignants, à ce stade, je n'étais plus qu'un corps à laver. Humiliation pour moi, puisque je ne pouvais plus le faire toute seule. Un corps à changer, car je ne pouvais plus non plus me lever pour aller faire mes besoins, et surtout un corps à faire grossir à tout prix, à engraisser plus spécialement. On va faire juste une pause
petite musique, un slam contre l'anorexie. À tout de suite. J'aime ton sourire, tes yeux, ton regard et toutes tes manières. Tes formes, cette peau douce, ces rondeurs, j'aime sentir ta chair. Tu te sens mal dans ta peau, moi je t'accepte tel quel. Tu détestes tes kilos en trop, mais moi je t'aime tel quel. T'observes toutes ces filles, tu les relooks de haut en bas. Tu rêves d'une taille fine, de perdre beaucoup trop de poids. Tu lis tous ces magazines, influencés par ton entourage, par toutes tes copines. Tu t'imagines plus mince avec un nouveau visage. Je peux plus rien dire, dans ta tête t'as toutes tes idées. Tu souffres et je le sais, tu m'as même confié que t'avais tenté de te suicider. Je veux pas te perdre moi, je veux aucun changement. Je veux que tu restes toi-même et que t'arrêtes de vivre avec les idées des gens. Les jours passent et t'es fier du résultat. Tu ne manges même plus à table, tu sautes la plupart de tous tes repas. T'es devenue mince, c'est vrai, la fille que tu souhaitais. Certains disent que t'es maigre, mais que tu te mettais trop en danger. Ton poids te convient jamais, tu veux tout le temps maigrir. Tu frôles l'anorexie, tu te laisses petit à petit mourir. Les restos on n'en fait plus, tu veux plus te nourrir. Et à la moindre chose que tu avales, tu te caches même pour le vomir. Tu me dis que t'es ronde, grosse, tu te vois même obèse. C'est triste et atroce qu'il faut pas faire pour te sentir belle. Je veux pas te perdre moi, je veux aucun changement. Je veux que tu restes toi-même et que t'arrêtes de vivre avec les idées des gens. Les mois sont passés, dur pour toi d'avaler. Ton corps n'accepte plus rien, tu fais que tout recracher. Je sens au fond de toi ce mal-être, toute cette tristesse dans tes yeux. Cette envie de fuir loin, cette envie de quitter ces lieux. Ce monde te saoule, ces gens préfabriqués, ces magazines, ces pubs qui ont fait de toi aujourd'hui ce que tu es. Tu l'as remarqué, mais il est déjà trop tard. Tu as voulu remonter la pente, mais t'es déjà au fond du couloir. De vivre pour moi-même, tu me l'as dit le dernier soir. Car vivre pour les autres, ça ne mène vraiment nulle part. Et c'est un matin que tout a stoppé. Dans ces draps de satin, que ton cœur s'est arrêté. Que ton cœur s'est arrêté. Que ton cœur s'est arrêté. Voilà, donc ça c'est le slam d'un jeune homme, je crois que ça... Son ami, son cœur s'est arrêté, donc ceux qui nous écoutent, qui ont des troubles du comportement alimentaire, ou des mamans, ou des grands-mères qui voient qu'il y a des soucis, elles peuvent peut-être... voilà. Alors, Sabrina Palumbo, vous dites que vous n'avez fait aucun choix, ni celui de l'hospitalisation, ni celui d'être renutrie, et pas non plus celui de guérir. C'est-à-dire que à l'époque, quand on était resté au moment où vous étiez à l'hôpital psychiatrique pendant une année, là où on vous gavait comme une oie avec une sonde, vous étiez vraiment à l'approche de la mort. Vous n'avez pas fait le choix, mais vous pouvez pas regretter que quelqu'un l'ait fait à votre place quand même. Honnêtement, oui. Alors, avec ce que je vis depuis un an, grâce notamment à l'association, à ce nouveau combat qui aujourd'hui donne sens à ce parcours. Aujourd'hui, oui, je suis contente d'être là. Je suis contente d'être là aussi pour en parler, parce qu'effectivement, vous parlez des personnes décédées. Faut savoir que dans les troubles alimentaires, enfin anorexie, on parle d'un tiers, un tiers de jeunes filles qui décèdent, un tiers qui vivent avec des problèmes un peu chroniques et un tiers qui guérissent. Donc, combien il y en a qui, moi, j'ai plus songé effectivement à me foutre en l'air après l'hospitalisation ou pendant que avant et tout ça. Donc, combien il y en a aussi qui sont là, qui se foutent en l'air ou qui décèdent de la maladie, qui sont pas là pour en parler. Donc oui, aujourd'hui, je dis merci à ceux qui ont pris la décision, mais par contre, je peux pas dire, comme certains me disent quand je pose certaines questions concernant la psychiatrie, qu'on me dit ça se passe pas toujours comme ça, ou ne fais pas de ton cas une généralité. Très bien, ça se passe pas toujours comme ça, mais ça se passe
pour beaucoup, enfin, je suis loin d'être un cas isolé. Je suis peut-être là aussi, j'ai peut-être aussi vécu l'extrême dans cet hôpital psychiatrique, mais je lis des témoignages ou je publie moi-même des témoignages via le blog de mon association qui sont affligeants. Donc il y a des choses à faire pour faire quand même avancer un petit peu tout ça. Et pour moi, si on m'avait expliqué passer la période de renutrition, passer la période où étant complètement dénutri, le cerveau, je comprenais rien à ce qui m'arrivait, mais une fois que j'ai un peu refait surface, si on avait accompagné le changement et pas seulement me faire perdre cette étiquette anorexique et me laisser sortir, j'étais plus rien. Moi, ça faisait des années que j'étais anorexique boulimique et je suis sortie de là, j'avais cette même souffrance et j'étais qui était Sabrina, quoi. Donc on n'a pas accompagné le changement. Il y a beaucoup d'humiliation. Hein. Ouais. Je lis à la page 62, une fois où je revenais d'une prise de sang, une infirmière m'a traînée par les cheveux tout le long du couloir, sous prétexte que je ne regagnais pas ma chambre assez vite pour être gavée et que je n'étais qu'une petite peste capricieuse. Il y a aussi des problèmes dans le personnel hospitalier. Hein. Il y a des gens bien et il y a des gens moins bien. Exactement, mais c'est ça que j'essaye de faire, c'est que je témoigne même lors de colloques je trouve ça très bien, des soignants qui, au lieu de se réunir entre eux pour dire c'est super ce qu'on fait, ils acceptent que des personnes ayant vécu comme moi, des usagers, viennent essayer d'améliorer les choses, faire part pour qu'on travaille un peu tous main dans la main. Alors effectivement, en tout cas, je peux parler du lieu où j'étais. Je peux comprendre que le personnel, des fois, quand on se fait taper dessus à coups de chaise et tout, on pète un câble. Et puis moi, j'étais aussi surtout très récalcitrante. J'adhérais pas du tout à la démarche de soins, mais on n'a rien fait pour m'y faire adhérer. Hein. Quand j'ai commencé à aller mieux, plutôt que de m'expliquer qu'il y a aussi des lois qui sont passées, des lois qui, aujourd'hui, on parle de personnes de confiance et tout. J'ai su ça il y a quelques mois. Donc j'aurais pu aussi signer une décharge et tout, mais c'était non. Les médecins ont dit que. Donc je suis restée, passé les 6 premiers mois où ils m'ont sauvée. Les 6 autres mois, on m'a privé de mes libertés, de mes droits fondamentaux. Et ça, je pense que c'est assez inadmissible. Et effectivement, j'ai été... Elle est là, cette colère, on le sent bien. Si je commence à partir là-dessus, oui. Mais oui, forcément, quoi. J'ai été attachée au lit, j'ai encore une cicatrice au poignet, je me suis ouvert la tête contre les murs de ma chambre. Ça a été très loin. Donc, certains, et ça, dans la lettre que j'ai écrite au psychiatre de l'époque, j'ai même dit passer le message à 2 infirmiers qui étaient... dont une qui m'a offert une petite croix de vie égyptienne. Aujourd'hui, j'ai ce tatouage à ma cheville pour lui rendre hommage. Certains sont encore dans l'empathie et tout ça, mais je crois que j'ai été... alors peut-être que c'était propre à cette équipe-là, propre à cet hôpital-là qui, je sais, qui vit des bons déboires aujourd'hui encore. Je sais pas, mais en tout cas, ils ont pas compris à qui ils s'adressaient et ça a été l'affrontement du début à la fin, quoi. Et je crois que le but d'une hospitalisation, c'est de faire adhérer la patiente à la démarche, lui faire comprendre son intérêt, être dans l'échange, être dans l'empathie, et c'était pas vraiment ça. Le psychiatre, quand il débarquait dans le service, quelques minutes comme ça, les visages se fermaient, tout le monde... Heureusement, je vois maintenant dans certains hôpitaux, les choses évoluent. Il y a beaucoup plus, de liens qui se fait avec le patient. Moi, je vais être l'avocat du diable. Hein. Vous étiez quand même une sacrée emmerdeuse parce que vous mangez rien. Ouais. Je confirme. Alors qu'on vous gavait avec une sonde, vous continuiez à faire des exercices physiques dans votre lit. Mais c'était pire que ça. Mais de manière à pas prendre de poids. Mais c'était pire que ça, c'est-à-dire que avant qu'on en arrive aux conditions vraiment pyjama et chambre d'observation, c'est même pas chambre d'isolement, hein, c'est observation. J'étais vraiment comme une bête à observer. Mais avant d'en arriver là, effectivement, le premier été, j'organisais même des crises, c'est-à-dire que je me faisais accompagner par le personnel soignant à la cafétéria, je ramenais de la bouffe, je faisais mes crises. Enfin, j'ai été une horreur, du début jusqu'à la fin. C'était ça, je le reconnais complètement. Et si je reparle de ma première hospitalisation, ou en tout cas de juste avant d'être envoyée à l'hôpital psychiatrique, donc j'avais une place à l'hôpital de Corentin-Selton, je suis restée qu'une semaine. Comme je vous dis, ils ont appelé mes parents parce que j'étais ingérable, mais je faisais voler les plateaux à chaque repas. Donc oui, forcément, j'étais pas là. Pour vous dire, le psychiatre de Paul Guiraud, à qui j'ai écrit une lettre, il a fini par m'appeler, comme je l'ai un peu pisté dans tous les lieux où il exerce, il a fini par m'appeler, on a passé 20 minutes au téléphone. Cette personne, il envoie défiler des patients. C'est-à-dire que les hospitalisations, la moyenne, c'est 2-3 mois. Donc il envoie quand même dans son service. Mon hospitalisation remonte à il y a 7 ans. Il se souvenait de tout, jusqu'au moindre détail, jusqu'à ma taille, jusqu'à tout ce que vous voulez. Donc je pense que j'ai un petit peu marqué aussi
Donc voilà, vous pouvez le dire. Je suis assez compliquée comme patiente. Et alors, ce qui vous a sauvé, on peut dire aussi, c'est peut-être confirmer que vous étiez dans un accès de mysticisme et de religiosité. Vous étiez le centre d'une lutte entre le bien et le mal. Un jour, vous dites, je me suis crue morte en enfer et condamnée au gavage à perpétuité pour avoir péché par la nourriture au cours de mon existence terrestre. L'un des 7 péchés capitaux. Après tout, pourquoi ne pas imaginer une telle sanction? Il faut dire qu'on vous levait à 5 heures du matin pour vous laver et que vous voyez personne de la journée. Donc, ça devait cogiter dans votre cerveau. Alors ça, je comprenais pas trop. D'ailleurs, pour en revenir aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, quand on parlait des livres, je dis que j'ai pas compris. C'est surtout, j'ai en tête une remarque qu'on m'avait faite. J'avais demandé pourquoi j'ai pas le droit au livre. On m'a répondu cette phrase. Je l'ai jamais compris. Si vous voulez me l'expliquer, je veux bien. Tu t'en servirais pour cacher tes méfaits. Ah oui, c'est ça. Ils pensaient que vous alliez y mettre de la nourriture entre les pages. Ou vomir dedans, ou je sais pas. Enfin, manger le livre. Voilà pour ça. En tout cas, oui, on me levait à 5 heures du matin pour avoir 10 minutes de toilette avant que les autres patients se lèvent. Donc, on me renfermait dans la chambre à 6 heures. Et puis à 6 heures et quelques ou 7 heures, j'entendais les patients se lever, aller déjeuner. Voilà. Donc, effectivement, oui, j'étais aussi dans des délires un peu mystiques, puisque faut savoir, cette année-là, et ça je tiens à en parler, c'est que je parle de mort psychologique, mais je parle aussi de mon ange infirmier, et c'est cette personne-là, d'ailleurs je dis toujours quand je parle de lui, si un jour, comme je suis amenée à retrouver pas mal de gens, même j'ai retrouvé un infirmier de ma première hospitalisation, tout ça, si un jour, voilà, il voit un peu ce que je fais et tout, je lui demande de rester dans l'anonymat. Je veux pas casser le mythe, mais en tout cas, il m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, et c'est à lui que je dois le fait que, voilà, quand je suis sortie, quelque temps après, on partait en vacances avec mes parents, et dans la voiture, j'ai demandé à mon père, je sais pas pourquoi, spontanément, papa, est-ce que tu crois aux anges gardiens? C'est la première fois que je prononçais ce mot, et puis depuis, je me suis intéressée un petit peu à tout ça, l'angéologie, tout ça, et en tout cas, cette personne-là, je lui dois le fait de m'avoir donné la foi. Et depuis, voilà. Ce sont des anges terrestres. Alors, exactement. Vous avez le souvenir d'un voyage en ambulance, direction la CMEE de l'hôpital Sainte-Anne. Vous étiez dans un état grave. Vous ne pouviez d'ailleurs même pas vous lever de la civière. Vous avez entendu les infirmiers qui vous ont accompagné et discuter entre eux, mais leurs paroles étaient indistinctes. Ce que vous avez entendu de manière distincte, c'est une chanson. C'est en fait votre seul vrai souvenir de ce voyage en ambulance. Sabrina Palumbo, dans ce retour aux sources, vous pouvez nous dire quelle est cette musique donc qui se trouvait dans cette ambulance? Oui, déjà un grand merci de l'avoir passé. Ça me fait à chaque fois des frissons quand je l'entends. Elle est magnifique. J'ai retrouvé après, c'est donc le titre The Power of Love du groupe Frankie Goes to Hollywood. Et ce qui est très marrant, c'est que je l'ai entendu pas mal d'années après, et à chaque fois que je l'entends, c'est dans des moments bien particuliers de ma vie, et voilà, ça me fait toujours sourire. Je prends ça comme c'est surtout que voilà, quand on comprend les paroles, je pense qu'elles sont très parlantes. Alors, on parle parfois de revendication ou de droit à l'anorexie. C'est important d'en parler de ça, cette revendication ou ce droit à l'anorexie. C'est-à-dire, est-ce que ce serait un droit? Sabrina Palumbo. C'est très difficile de répondre à ça, surtout en tant que présidente d'association. C'est vrai que j'ai même eu une personne qui m'a appelé, une personne d'un certain âge, qui m'explique qu'elle est anorexique, elle a des difficultés avec sa fille de 40 ans qui ne comprend pas son anorexie, et elles en sont à se fâcher, à vie. Et elle m'explique, oui, je suis anorexique, mais je suis bien comme ça, je veux pas guérir et tout. Alors moi, je prends le temps de discuter, je lui dis, en tant que présidente d'association, je peux pas vous dire, c'est bien ce que vous êtes en train de me dire. Et en tout cas, en prenant le temps de discuter, cette personne-là, elle a dit, c'est la première fois que je me sens comprise, pas jugée. Et j'ai réussi à la ramener à la journée de l'AFDAS-TCA, les professionnels de santé avec qui on travaille. Elle m'a acheté mon livre ce jour-là, et je l'ai revu à Sainte-Anne après. Alors, on n'est pas à se faire soigner, mais elle a fait les premières démarches pour, en tout cas, voilà. Mais elle est complètement dans cette revendication. Elle est bien comme ça. Elle explique que quand elle voit des gens manger, ça la dégoûte. Et donc, alors est-ce que un droit ou en faire un mode de vie, certains en arrivent là, mais le problème, c'est quand la personne est vraiment en danger de vie, à quel moment on doit intervenir, quoi.
Donc on va rester quand même sur cet hôpital pour clôturer le chapitre de l'hôpital. Vous dites, ils ont soigné mon corps, certes. On peut dire qu'ils ont fait leur boulot, en partie du moins car ils ont laissé mourir mon âme. Et un corps sans âme n'est que douleur sur terre. Et vous dites ici, la spiritualité commence à devoir être prise en considération dans votre histoire. Mais qu'est-ce que vous entendiez par spiritualité? Vous l'expliquez dans votre livre. Alors c'est ça, c'est que moi j'utilise beaucoup le terme ange. Il y a même une jeune combattante l'autre jour qui m'a dit mais ton livre ça m'a bien parlé, mais tu peux m'en dire plus? Qu'est-ce qu'un ange pour toi et tout? Je tiens pas à répondre dans le détail parce que j'ai envie que chacun y mette ce qu'il a envie d'y mettre d'ailleurs. Quel que soit le terme d'ailleurs, que ce soit ange ou les personnes qui sont plus dans la religion, qui parlent de Dieu, de Bouddha ou de... Quel que soit le terme, moi ce qui compte c'est cette petite lumière qui s'est allumée au fond de moi, c'est le fait que je me sens, comme je le dis, guidée, épaulée et pas toute seule. Et pas toute seule, que je vis des choses parfois un petit peu fortes. Là aussi je cherche pas à développer un don quel qu'il soit, je sais simplement que là c'est un petit peu dire. Ça semble intéressant de penser à la spiritualité avec l'anorexie, puisque l'anorexie c'est d'être un pur esprit, hein. Parce que au départ, quand vous arrêtez de manger, finalement on s'en est tous rendu compte quand on fait un jeûne de 2-3 jours, oui. On a l'esprit qui est complètement vif et on a le corps qui est tranquille. Même, d'ailleurs, il y a une euphorie, hein, oui, complète. certains médecins parlent du jeûne sans problème, ça peut avoir des vertus, il y a pas de souci, on tombe pas forcément dans l'anorexie parce qu'on va faire un jeûne ou même qu'on va faire un régime d'ailleurs. Mais effectivement, il y a cette moi c'était cette soif d'amour et donc moi la spiritualité, le fait de savoir qu'il existe peut-être quelque chose de... Mais comment ça se fait que le mot ange est venu avec cet infirmier qui finalement, vous avez vraiment eu l'impression que vous aviez un ange à votre chevet? C'est-à-dire que cet infirmier qui... Alors cette discussion, on était dans le petit bout de jardin et il a passé tout un après-midi avec moi. J'avais l'impression qu'il était là rien que pour moi. Je l'avais jamais vu. J'avais l'impression qu'il m'avait toujours connu ou que c'était peut-être le seul à me comprendre. Comme je le dis dans mon livre, c'est peut-être aussi le seul qui m'a donné un peu d'empathie dans cet univers très glauque que je décris, très violent. Mais il a pris le temps de me parler tout un après-midi, et puis je l'ai revu, je crois qu'à une ou deux reprises, d'après ce que j'ai compris. Donc c'était un infirmier intérimaire. Un jour, j'ai vu un de ses collègues qui était lui aussi intérimaire, et je lui dis j'ai discuté avec dans mon souvenir, il s'appelle Patrick, avec Patrick et tout, qui est formidable. Et l'autre personne me répond, donc vous avez compris qu'il n'est pas qu'infirmier. Et ce genre de phrase c'est très dur à décrire parce que c'est de l'ordre du ressenti, quoi. Ce que j'ai vu. Je lui ai rendu, je crois, des feuilles sur... j'avais noté certaines idées et tout. Quand je lui ai donné, je tremblais moi-même comme une feuille. C'était vraiment de l'ordre du ressenti. Il s'est passé quelque chose auprès de lui ce jour-là. Et j'aurais du mal à en dire plus, quoi. C'est vraiment c'est un ressenti, quelque chose qui s'est... Oui, parce qu'il faut en osmose il faut avec quand même cette rappeler personne, que l'anorexie, c'est aussi un ras-le-bol de la société de consommation dans laquelle on vit. On est d'accord? Ah oui, donc c'est vomir un peu cette lutte de pouvoir, de compétition. Ouais, tout à fait. C'est moi je dis je vomissais la vie, quoi. Je vomis. Moi, je parle beaucoup de l'hypersensibilité des anorexiques. Ça, je crois que c'est quelque chose de très important. Et effectivement, on peut être en colère contre des choses qu'on connaît bien, hein, des guerres, des choses assez fortes. Les gens sont en colère. Moi, cette colère ou ces choses qui m'atteignent personnellement, c'est des petites choses, même du quotidien. Les gens qui vont s'enguirlander dans le bus, se râler dessus, tout ça, moi, ça m'agresse. C'est un ras-le-bol. Simplement envie de dire aux gens, mais ouvrez un peu les yeux, quoi. C'est arrêtez de vous prendre la tête pour des choses qui n'en valent pas la peine. Je crois que quand on revient d'aussi loin comme moi, on relativise beaucoup de choses et on se dit... Si on pouvait un peu tous se tendre un peu plus la main, s'entraider et un peu, moi, c'est un vrai message d'amour que je tiens à faire passer, quoi. Alors, vous dites à savoir que c'est dans la spiritualité que j'ai trouvé une signification à une maladie qui semblait dénuée de sens aux yeux de tout le monde, à vos propres yeux comme à ceux de vos proches. Quelle est la signification que vous avez trouvée finalement dans cette maladie?
Mais moi, je parle dans mon livre de mission terrestre. J'ai l'impression que quand j'ai même convulsé sur mon lit à l'hôpital, que quelque part j'aurais pu partir, mais je n'ai pas envie de dire qui est on, mais qu'on m'a donné le choix. Tu restes ou tu pars. Je pense que, comme dit mon ami Dimitri Jacques, tout au long de mon livre, on se demande si je vais poser le deuxième pied sur terre. Bon, bah, j'ai fait le choix de le poser. Je suis là, donc je fais ce que j'ai à faire. Je parle de mission de vie. Et je pense que si je suis passée par cette maladie, je parle ou cette hospitalisation, je parle peut-être d'expérience d'éveil. Et voilà, ma mission, je pense qu'aujourd'hui, j'ai peut-être été à 2 doigts de disparaître. Je me suis en tout cas effacée, devenue transparente, devenue presque un pur esprit. En tout cas, le corps n'était presque plus là. Donc, je suis allée au fin fond de moi-même pour faire rejaillir ce qu'il y avait de meilleur en moi. Et pour aujourd'hui, cette mission de vie, via le livre, via l'association, je pense être sur mon chemin. Et voilà, tout ce parcours. J'ai du mal à dire merci à la maladie, mais si, presque merci à la maladie, parce que quelque part, d'avoir vécu tout ça, ça m'a appris énormément de choses. Et c'est vraiment ce qui fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. Sans être fière, je pense que ce vécu, en tout cas, j'essaie d'en tirer une force et d'en faire quelque chose maintenant de constructif. Vous dites, je ne suis pas parvenue à me débarrasser, à tuer mon corps, mais mon esprit s'est éteint ce jour-là. C'est pourquoi je parle de mort et de résurrection. Cette mort a bien eu lieu. Vouloir arrêter la maladie anorexique revient à arrêter l'adolescence, donc à tuer l'anorexique. Ça, c'est Vanessa et Alain Meunier qui disent ça. Les médecins, en me sauvant de justesse, m'ont en réalité tué. J'insiste d'ailleurs sur le fait que c'est mon traitement qui m'a tué davantage que l'anorexie elle-même. Pour moi, l'anorexie n'est pas un suicide à petit feu. L'anorexique est peut-être même bien plus vivante que bon nombre de gens. Une manière de vivre intensément, de brûler de l'unique flamme de l'esprit. C'était une thérapie, ce livre. Je pense pas qu'ils vous ont tué. J'étais en train de me dire, j'écris bien quand même. Hein. J'écris bien. Non, mais j'en suis très fière de mon livre. C'est mon bébé. Mais effectivement, je pense qu'il est important de rappeler que l'anorexie n'a pas envie de mourir, quoi. N'a pas spécialement envie de mourir. C'est simplement qu'elle n'arrive pas à vivre autrement. Elle n'a pas d'autre choix avec ce mal-être qu'elle porte que d'avoir un rapport, à la nourriture, essayer d'exprimer quelque chose qui la dépasse. Oui, puis vous dites que vous n'êtes pas dans votre famille spirituelle. On ne veut pas dire que vous vivez avec des gens c'est comme si vous n'étiez pas né dans la bonne famille, quoi. C'est-à-dire que c'est possible. Il y a un souci au niveau de la famille, comme si vous vous reconnaissiez pas dans votre famille. C'est ça. Alors après, j'essaie de l'expliquer en me disant, peut-être que d'être né dans cette famille-là, c'est aussi pour m'apprendre certaines choses. Quoique vous reconnaissez quand même que vous avez été... Mais papa, maman, je vous aime. Il n'y a pas eu de soucis, vous n'avez pas été maltraité, je veux non, dire. On vous a donné beaucoup d'argent, enfin, on vous a beaucoup trop chouchouté même, je crois, un peu trop. C'est ça. Aujourd'hui, ma mère, dans ses reproches, c'était un peu, mais comment t'es devenu, notre rapport fusionnel et tout. Et là, je lui réponds, mais interroge-toi sur ce lien fusionnel. Alors, mes parents m'ont donné beaucoup d'amour, mais j'attendais peut-être une autre forme d'amour ou m'ont peut-être pas. J'avais peut-être certains questionnements, même par rapport à la vie, la mort ou des questionnements un peu comme ça. Enfin, il m'a manqué certaines choses. Après, mes parents, mais aujourd'hui, malgré quel parent est parfait? Le métier de parent est difficile, mais alors je vous explique même pas le métier de parent anorexique, quoi. Je crois que c'est Donc mes parents, je leur dis chapeau. Mon père aujourd'hui qui me soutient, c'est le trésorier de mon association. Maman, ça a été plus dur quand elle a su pour le livre. Maman a très est plutôt introvertie, donc elle a du mal à... Il faudrait qu'elle écrive sa propre version d'histoire. Je lui ai proposé, effectivement, puisque chacun a vécu l'histoire à sa manière. On a chacun sa carte du monde et ils n'ont pas vécu les mêmes choses. Il y a donc peut-être des incohérences aussi dans mon livre, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais après, je pense que maintenant, aujourd'hui, elle a bien compris que le but, c'est pas du tout de désigner un coupable ni quoi que ce soit, c'est de faire avancer des choses pour du plus jamais ça. Et aujourd'hui, non seulement, je sais qu'elle me soutient, elle m'a dit récemment qu'elle était fière de moi. Donc elle a plus de mal
le dire de manière ouverte, et plus réservée. Mais je sais que mes parents qu'on s'aime de toute façon énormément, donc il y a aucun souci par rapport à ça. Vous dites finalement, est-ce à moi ou à eux que je dois pardonner ? Je me pose souvent la question. Le mal, je me le suis infligé toute seule pendant longtemps, bien avant et bien après cette hospitalisation. Cette dernière n'a été que l'apothéose d'une tragédie dont je suis le personnage principal depuis mes 17 ans. Ça a duré longtemps. Vous dites aussi à un moment que c'était une manière d'être reconnu, que vous avez fait des choses finalement que vous n'aviez pas envie de faire uniquement pour faire plaisir aux autres. Et je pense à la danse, dont vous dites au début que tout au début vous étiez dans un cours de danse et que ça se passait très bien, et que quand votre mère vous a retiré de ce cours de danse pour vous emmener faire de l'athlétisme avec votre frère, la prof de danse avait dit qu'elle vous preniez sa meilleure élève. Ouais, alors attention, c'est pas maman qui m'a retiré, c'est vraiment mon frère qui m'a amené à l'athlétisme. Maman aurait très bien voulu que je continue, elle était très contente que je fasse de la danse et tout ça. Donc après, c'est moi qui lui ai dit je vais faire de l'athlétisme, parce que voilà, c'est mon frère qui m'a traîné à l'athlétisme. Et puis première compétition, première victoire, j'y ai pris goût et j'ai jamais regretté d'avoir fait de l'athlétisme. Après, la vie, voilà, fait que on sait jamais, quoi. Peut-être que j'aurais pu faire de la danse toute ma vie, peut-être que avec des peut-être, hein. Il se trouve que voilà, les choses se sont fait comme ça. Et peut-être aussi que vous pourriez éviter de dire une partie du livre que j'ai perdue, mais c'est pas grave. Oui. Voilà, je l'ai retrouvée. Quant à la danse, j'ai toujours détesté danser car je n'ai pas de coordination, nul n'est parfait. Donc ça serait bien peut-être de retourner un peu voir vers la danse. Et ben là, je vais vous étonner, c'est que donc j'ai repris le sport en salle, comme je vous disais, le fitness. J'avais dit la danse, plus jamais ça. Sauf que l'an dernier, je suis partie pour la première fois, je suis partie toute seule à Marrakech, voilà, un séjour toute seule. Puis je voyais qu'ils donnaient des petits cours, enfin vous savez bien, dans les hôtels clubs et tout. J'ai dit si c'est pas là que j'essaye, ça sera jamais. Donc j'ai essayé, puis ça m'a plu parce que j'ai réussi à faire 2-3 trucs. Du coup, je suis ressortie de là super motivée. Je vois qu'à ma salle de sport, tiens, cours de rock et tout, allez, pourquoi pas. Bon, il se trouve que c'est trop tard, que c'est après le combat et tout. Donc j'ai essayé d'autres sports. Et aujourd'hui, je fais du shebam, du jam et tout, et je crois que je suis une de celles qui se lâche. Mais je m'éclate, quoi. Je m'éclate, et après, je m'en fiche de bien savoir danser ou pas, mais c'est génial. Je trouve ça. Voilà, le professeur Lejoyeux, je tiens à le citer, c'est le parrain de mon association et l'auteur de la préface de mon livre. Il est psychiatre et addictologue. Parle, lui, dans son livre Réveillez vos désirs, du tango faut lire son livre aussi, mais en tout cas, la danse. Qu'est-ce que vous faites dimanche ? Parce que dimanche, il y a encore, on peut aller danser. Mais on va faire une pause musicale. Voilà, retournez à vos premiers amours, Sabrina Combeau, c'est-à-dire être une des meilleures élèves parce que vous l'avez choisi vous-même et pas parce que quelque part on vous l'a imposé. L'âme en éveil, le corps en sursis. L'âme, c'est quelque chose de bien, le corps en sursis, c'est ce livre sur le combat d'une anorexique pour sa renaissance aux éditions Quintessence. Qu'est-ce que ça vous apporte de le donner à des personnes ? Quel est le retour sur ce livre qu'on vous a donné déjà, Sabrina ? Je suis agréablement surprise, quoi. Vraiment, hein, j'ai des très, très beaux retours, des témoignages lecteurs impressionnants, ou des personnes qui me contactent. J'ai créé une page pour le livre, une page Facebook pour le livre. J'avais même pas envie, puis on m'a un peu dit, c'est un peu des amis qui m'ont un peu poussé. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 350 personnes qui suivent la page. Je fais un peu ce que je peux parce que j'ai un éditeur, j'ai pas d'attaché de presse et tout, donc c'est un peu moi qui essaye de faire ma promo comme je peux, mais en tout cas, sur les personnes qui ont lu mon livre, des très bons retours, des personnes qui se retrouvent ou qui me posent des questions. Là, j'ai des parents qui étaient là à mon dernier groupe de parole. Il y avait la maman et la grand-mère, et même la grand-mère qui est venue me parler en me disant, mais un grand merci, j'ai lu le livre, et même si ma fille m'expliquait des trucs sur ce qu'elle vivait avec sa fille anorexique, moi, ma petite fille, je comprenais pas et tout. Grâce au livre, enfin, voilà, j'essaye de donner certaines clés qui font que je vois qu'il aide, et c'était ça le but, quoi, d'aider un maximum.
Donc l'association, qu'est-ce que vous proposez dans votre association ? Pour l'instant, Sabrina TCA 92, on a mis en place des groupes de parole. Quand on me demande ce que c'est dans les grandes lignes, vous prenez Alcooliques Anonymes et vous transposez aux troubles alimentaires, c'est ça. C'est des groupes d'entraide, de soutien, des gens. Je veux scinder, en faire un pour les malades et un pour les parents, les proches. Pour l'instant, c'est encore en rodage et donc c'est simplement ça, une écoute bienveillante, une écoute. On n'est pas dans le médical, on est vraiment dans le usager. Et puis par la suite, j'ai développé un important réseau de professionnels, de thérapeutes. Je pense que l'association aussi, un des grands rôles, c'est d'orienter, et c'est en ça que j'essaye de faire du lien, parce que on a parlé tout à l'heure du manque de structure, tout ça, d'essayer d'orienter vers des professionnels de confiance qui sont peut-être mieux formés aux troubles alimentaires, tout ça. Donc c'est peut-être faire du lien avec tout ça. Par la suite, j'ai envie aussi de proposer des ateliers qui, comme je dis toujours, les fautes guérir, c'est des bonnes pistes pour aider. Donc des ateliers, psychocorporels, ateliers d'écriture pour, comme on dit, mettre les mots en mots. Ou des bonnes pistes. Et puis après, on fait pas mal d'autres actions. Je vais peut-être, s'il reste un petit peu de temps avant de conclure, on a des beaux événements à venir, notamment dans le cadre des semaines de l'information sur la santé mentale au mois de mars. Donc la première année, j'ai réussi à faire très très vite. L'association venait à peine d'être lancée. J'ai fait un événement au Plessis-Robinson. Cette année, je fais 2 événements à Clamart. Le 21 mars, alors je peux le dire maintenant parce que je commence un petit peu à communiquer dessus, je fais venir, et là je suis très fière, la philosophe Michela Marzano qui a écrit Légère comme un papillon. Mais la semaine d'après, je fais donc 2 projections le 28 mars. On a qu'est-ce qu'on a comme autre beau rendez-vous? Je suis aussi en train de voir avec l'hôpital Béclair pour Santé vous Sport en septembre 2015, donc sur ma ville. Mais voilà, l'association essaye de proposer des rendez-vous comme ça qui sont ouverts au grand public et forcément aussi aux personnes concernées, comme je te disais, directement ou indirectement, quoi. Plus on en parlera, plus on donnera de la bonne information. Je suis là aussi pour, comme je suis amenée à prendre la parole un petit peu, j'ai un article, j'étais dans le dernier Psychologie là du mois de novembre, c'est à l'occasion de la journée de la gentillesse. Je suis en rapport avec pas mal de journalistes. Des fois, on me dit, si je me loupe sur certaines choses, je suis là aussi pour dire à certains professionnels, venez avec moi, venez donner de la bonne information. Et moi, j'apporte mon vécu, j'apporte mon témoignage, j'apporte mon envie d'aider, mon envie de donner de l'amour à mes combattantes. Et venez, vous, en tant que professionnel de santé, parler nutrition, parler diététique, parler psychiatrie, parler... Donc essayons de tous travailler main dans la main, quoi. Alors à la page 148, vous dites « Si j'ai toujours voulu être heureuse comme tout un chacun, en vérité, je ne suis jamais parvenue à répondre à la question « Qu'est-ce qui me rend heureuse ?» Vous pouvez répondre à la question maintenant, Sabrina Palumbo? De me savoir sur mon chemin. De me savoir, j'ai peut-être fait beaucoup de détours, je me suis longtemps cherchée. Aujourd'hui, alors j'ai beau être encore au chômage, je suis en reconversion, j'en ai profité pour me former en PNL, en hypnose. Mais aujourd'hui, je fais de la communication, c'est-à-dire que j'ai 2 masters, j'ai pas mal de diplômes dans les domaines de marketing, communication et tout. Mais je me sers de tous ces outils-là pour la cause qui me tient à cœur. Je gère des stagiaires, je rencontre des partenaires, donc je fais, j'ai l'impression, en tout cas, de faire ce pourquoi je suis faite et de me savoir sur ce chemin-là qui peut, j'espère, allumer pas mal de lumière, en tout cas, éveiller, aider d'autres personnes à trouver leur chemin. Ça, je trouve que c'est peut-être ça qui me rend le plus heureuse. Et puis aussi de rencontrer des personnes que j'aurais jamais cru rencontrer un jour et de vivre des choses assez magnifiques. Voilà, des rencontres. Des personnes ou même par exemple la personne qui a fait la photo de mon livre est une ancienne anorectique. Le jour où on s'est rencontrés la première fois, ça me donnait des frissons. C'était des rencontres magiques, quoi. On va terminer avec une phrase qui est extraordinaire dans votre livre. Vous dites à tout prendre: je préfère être détestée pour ce que je suis plutôt qu'être aimée pour ce que je ne suis pas. Et ça, c'est une phrase qu'on pourrait tous réfléchir. Ça a beaucoup d'histoires. À méditer. À méditer. Je préfère être détestée pour ce que je suis plutôt qu'être aimée pour ce que je ne suis pas. C'est-à-dire d'arrêter de faire semblant. Et arrêter de vouloir plaire à tout le monde à tout prix, quoi.
On peut pas. Puis c'est pas le but. Et puis le but, c'est d'être soi-même, d'être authentique. Je pense qu'aujourd'hui, le mot auquel je tiens peut-être le plus, c'est ça, c'est l'authenticité, quoi. Et ça permet d'arrêter de vomir aussi, peut-être. Certainement. Cette vie. Donc, vous allez rappeler le nom de votre association? Sabrina TCA 92. Et on vous retrouve aussi sur Facebook? Bien sûr, on a de toute façon un site internet. Je suis présente sur tous les réseaux. L'association a une page que vous pouvez suivre. Voilà, on me retrouve, je crois, assez facilement. Et sinon, on vous retrouve donc Sabrina Palumbo, Palumbo, l'âme en éveil, le corps en sursis. Combat d'une anorexique pour sa renaissance aux éditions Quintessence. Merci beaucoup, Sabrina. Un très très grand merci. C'est important de parler de ces sujets-là. Donc un grand merci de m'avoir permis de le faire aujourd'hui. Merci beaucoup.